Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment optimiser son GH5S de chez Panasonic, le petit Lumix, vous savez, qui existe quand même depuis assez longtemps, puisque je crois qu'il est sorti il y a plus de 2 ans. Et moi personnellement j'ai fait l'acquisition il y a à peu près 1 an et demi, et je trouve que ce petit hybride, même au bout d'1 an et demi, reste quand même très intéressant. Alors certes, il y a l'arrivée parmi les rumeurs de nouveaux modèles de chez Lumix. En attendant, on va parler essentiellement du GH5S parce qu'on imagine bien que par la suite, il n'y aura que des améliorations. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Je l'ai utilisé principalement pour faire de l'instit, des petits films à petit budget, et parfois en deuxième caméra, où je vais vous expliquer un peu plus tard comment je l'utilise. Et aussi, très important, je vais parler aussi de la fonction Vlog, la fonction logarithmique, gamma logarithmique, qui utilise donc le GH5S et aussi le GH5, mais en version payante. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours en disant que ça bruitait, que c'était pas exploitable. Et pareil, j'entends beaucoup de personnes qui utilisent notamment dans la gamme Sony les A7, toute la série A7, et qui n'utilisent jamais en S-Log 3, donc en version logarithmique chez Sony, parce que ça pose trop de problèmes de bruit. Personnellement, je n'ai pas assez d'expérience du S-Log 3 sur les modèles hybrides. En revanche, sur le modèle Lumix GH5S, oui, j'ai du retour, et non, ça ne bruite pas, à condition de veiller à le bon réglage, qu'on verra ça après la vidéo. Alors pour commencer, je vous explique un peu mon setting. J'ai donc un GH5S là qui est en train de me filmer. J'ai deux optiques que j'ai choisies, qui sont les petits optiques Lumix. Alors ici j'ai le 35-100, et là celui qui me filme est un 12-35. Donc en gros j'ai une grande plage qui va du 12 mm au 100 mm. Il ne faut pas oublier que le micro 4 tiers, donc la taille de format du capteur de cette caméra, le 12 mm correspondrait à un 24 mm full frame, et un 100 mm conviendrait à peu près à du 200 mm full frame. Donc on a une plage de focale qui est relativement intéressante pour faire un peu de tout. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est son ouverture constante qui est à 2,8. Et ça, c'est vraiment la force du micro 4 tiers, parce que si je me suis engagé un peu sur ce format, ça permet d'avoir des optiques avec un champ de couverture plus réduit. Donc le champ de couverture, c'est l'angle de champ, mais côté capteur et non pas côté objet. Comme celui-ci est plus réduit, forcément on a des optiques plus compactes, qui ouvrent plus et surtout moins cher. Et donc du coup, pour des optiques qui ouvrent à 2,8, là où on aurait une équivalence en Super 35 ou en full frame, à des objectifs qui ouvrent à 4. L'avantage de ces optiques aussi, c'est qu'ils sont stabilisés. Alors comme je sais qu'il y a eu le grand débat entre le GH5 et le GH5S, qui disait que dans le GH5S, il n'y avait plus la stabilisation, c'est vrai, j'avoue, c'est une petite lacune, mais franchement on les retrouve sur les optiques, cette stabilisation, notamment sur cette série d'optiques, et notamment après si on utilise un Ronin. Après, si vous êtes assoiffé de faible profondeur de champ, bien évidemment je peux que vous encourager à aller sur des optiques qui sont pas trop chères et qui permettent d'arriver à des ouvertures très intéressantes de l'ordre de 1,4, voire même en dessous, et qui permettent donc d'avoir une très faible profondeur de champ, même avec un capteur micro 4 tiers. Enfin, un accessoire indispensable, et on va en parler après dans les choix techniques de la caméra, c'est un vari-neutre. Un vari-neutre qui forcément est le même diamètre pour les deux Lumix optiques, et donc qui permet de faire varier l'intensité lumineuse uniquement via l'option du filtre neutre. Et ça c'est très important, puisque le vari-neutre est aussi un des sommets du triangle d'exposition, et ça va vous permettre un peu de doser entre d'un côté l'ouverture et d'un côté l'obturateur. Ce vari neutre, comme lui dit, il est variable, beaucoup plus pratique que changer, enlever, retirer, changer, retirer, toute une série de notes qui irait de 0,3, 0,6, 0,9 jusqu'à 21. Et ça a un avantage qui permet franchement de gagner du temps. Ici, c'est le vari neutre Starblitz qui est très bien, qui marche très bien. Il est neutre, il n'est pas trop cher, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, si vous avez envie de vous équiper dans le son, moi je vous conseillerais un petit binôme de micro de chez Rode en wireless, et qui permet réellement, pour à peu près 300 €, de pouvoir faire double interview, invité, ou carrément deux personnes en même temps, et tout ça de façon très compacte au niveau matériel. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet, c'est-à-dire quels sont les settings
que l'on va utiliser, ou en tout cas moi que j'utilise sur le GH5S. Alors évidemment ce sont des settings pour le mode vidéo, parfois je l'utilise en mode photo, mais c'est plutôt rare parce que le GH5S en photo, bah très sincèrement on va pas excéder le 4K, et c'est plutôt un avantage, parce que si la photo a de faibles résolutions, c'est pour pouvoir mieux gagner justement en sensibilité sur la caméra, la fonction caméra. Donc vous savez que sur un capteur, moins il y a de photosites, donc forcément moins il y a de résolution, mais plus les photosites sont larges, plus sensible, meilleure dynamique, bref, plein d'avantages pour le mode vidéo. Donc en mode vidéo, évidemment, je l'utilise en fonction manuelle, très clairement en fonction manuelle, puisque j'ai pas réellement besoin d'un diaph automatique ou d'une fonction automatique sur l'exposition, sachant que réellement, le seul outil d'exposition qui est parfaitement on va dire, intéressant et utilisable sur cet appareil, c'est le waveform. Moi, j'utilise le waveform qu'on peut bien évidemment activer sur le GH5S. Alors, et après, il y a d'autres fonctions, hein, si vous préférez l'histogramme, etc. Mais franchement, moi, je suis un grand fan du waveform et je trouve que le waveform, eh ben, il est quand même assez intéressant puisqu'il n'est pas trop petit dans l'écran LCD et ça permet, même s'il n'y a pas trop de valeur, trop de détails, ça permet de voir si en termes d'exposition, on est dans le vrai. Et franchement, c'est un outil très utile, surtout si vous exposez en log. Après, j'avoue, l'autofocus, c'est pas génial, mais très franchement, si vous faites une ITV et que vous le mettez en reconnaissance faciale, ça va, il vous fera pas trop des défauts, et franchement, évidemment, à part s'il y a quelqu'un qui passe dans le champ ou que vous panotez de gauche à droite et que vous sortez le sujet du champ, là, franchement, ça devrait marcher. Sinon, vous avez toujours la fonction manuelle que vous pouvez vous aider avec le picking. Maintenant, en termes d'exposition. D'abord, utilisez un shutter par défaut de 1/50e et évitez de travailler à des shutters un peu aléatoires de 1/200e, 1/500e, 1 millième. Ça, c'est réellement lorsque vous n'avez pas de Vari ND. C'est pour ça que le Vari ND est très utile parce qu'il va vous permettre de rester sur le shutter qui est le shutter par défaut 1/50e lorsqu'on tourne à 25 images par seconde. Évitez évidemment les shutters en dessous d'1/50e, sauf si vous faites plutôt des plans, on va dire, relativement fixes ou sans mouvement, car évidemment vous risquez de tomber dans le motion blur, c'est-à-dire des effets de flou de filage parce que l'obturateur reste trop longtemps ouvert. Avec du mouvement, ça fait des traînées sur le capteur. Donc sauf si vous avez des sujets sombres, par exemple des plans establishment d'extérieur nuit, il n'y a pas de mouvement. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un obturateur plus bas. Mais attention, lorsqu'il y a des personnages, des mouvements, c'est déconseillé. Restez bien à 1/50e. Au-delà de 1/100e, vous risquez de sentir l'effet shutter. Cet effet un peu de saccade, un peu très thromboscopique qui est lorsqu'on utilise un shutter très élevé. Alors, ça correspond pas à toutes les situations. Alors, on va plutôt utiliser un shutter élevé lorsqu'on fait, par exemple, des scènes de combat où on filme des choses qui sont très rapides. Ça va aider un peu à la narration. Mais franchement, encore une fois, restez bien à 1/50e de shutter, voire 1/60e si vous avez envie de peaufiner votre exposition. Mais attention, aidez-vous encore une fois du Varineutre, qui est un accessoire indispensable pour paramétrer son exposition. Ensuite, en termes d'obturateur, c'est un peu à votre convenance. Moi, personnellement, j'aime bien l'utiliser à sa pleine ouverture. Faut pas s'imaginer parce qu'on utilise un optique à pleine ouverture qu'il est mauvais ou qu'on va avoir des aberrations chromatiques. Faut arrêter. On a des optiques aujourd'hui qui sont de très bonne qualité et qui sont en plus asphériques, c'est-à-dire qui sont non pas sphériques, mais un peu déformées pour éviter justement les aberrations chromatiques dans les grandes ouvertures. Après, franchement, j'excède pas 5-6 de diaph. Au-delà, 8, 11, 16, c'est trop dangereux. Attention, lorsqu'on va dans des diaphs plutôt extrêmes de l'ordre de 11, 16, on peut se retrouver facilement à des effets de diffraction, c'est-à-dire qu'en fait l'image va devenir un peu molle du fait qu'on a une toute petite ouverture. Et attention, lorsqu'on a aussi des petites ouvertures, il y a plein de problèmes, c'est-à-dire forcément une très grande profondeur de champ, donc forcément plein de défauts qui arrivent, notamment la possibilité de voir des poussières sur la frontale. Attention, ça peut aussi révéler les poussières qui sont sur le capteur. En voilà une bonne astuce pour vérifier si vous avez des poussières sur votre capteur. Vous faites une photo d'une surface blanche, correctement exposée, avec un diaph très fermé. Et après, en zoomant, vous regardez si vous n'avez pas des petites taches noires qui apparaissent. Voilà, ça c'était le petit conseil du jour. Ensuite, en termes de sensibilité, alors là, j'avoue, j'ai du mal à cerner cette caméra. Autant les RED, des Alexa et tout, on voit bien l'influence de la sensibilité sur la dynamique, sur l'exposition, etc. Autant là, c'est le mystère que j'ai pas encore déterminé. En effet, on a une plage d'exposition qui va alors ça dépend du mode que vous utilisez, mais en gros de 160 à je ne sais plus combien d'ISO, très poussé. Il n'y a pas de fonction, alors il y a une fonction double ISO, mais
on ne sait pas trop à combien est le seuil, et surtout il n'y a pas de transition nette. Et lorsque vous exposez en log, donc ça on va le voir juste après, généralement ça écrète à peu près à 80% du signal, mais voilà, le truc c'est que quelle que soit la sensibilité que vous utilisez, c'est-à-dire à 160 ou à 2500, 3200 ou 6400 ISO, vous allez toujours écrêter à 80%, ce qui est plutôt assez rare. Parce que lorsqu'on prend la Red Monstro par exemple, eh ben, le log 3G10 va écrêter en fonction de la sensibilité que vous utilisez. Plus vous utilisez une sensibilité haute, plus l'écrêtage va se faire plus haut et proche du 100%. C'est pareil chez Alexa. Et là, chez Panasonic Lumix GH5S, eh ben, il ne se passe rien. On écrète toujours à environ 80% du signal. Cela veut dire, avec des pincettes, parce que je n'ai pas encore exploré, je ne l'ai pas forcément exploré à fond, qu'on pourrait utiliser le log à n'importe quelle sensibilité. Mais néanmoins, je vous préconise quand même de l'utiliser à 800 ISO. Et justement, parlons du log. Pourquoi il faut l'exposer correctement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à votre petit oscilloscope qui est incorporé dans le GH5, ou voire même si vous voulez utiliser par exemple un porte-keys qui va vous afficher via le HDMI un waveform propre et présentable, vous allez exposer au plus haut votre signal sans forcément l'écrêter. Et attention, notamment sur certaines caméras où vous pouvez, si vous montez trop, avoir un tassement des hautes lumières. Donc faites attention, surveillez bien avec votre oscilloscope comment réagissent les hautes lumières et vous montez le signal au plus haut. Et là, franchement, très franchement, vous n'avez pas de bruit. Très important, si vous travaillez en log, désactivez la fonction LUT qui vous permet d'avoir une prévisualisation correcte en Rec 709 sur votre LCD. Ça, c'est un réel piège à con lorsqu'on utilise le log. Vaut mieux voir une image logarithmique, travailler avec une image logarithmique, même si franchement visuellement ce n'est pas très agréable parce qu'on se retrouve avec des images gris et désaturées, mais ça vous évitera de tomber dans le piège de la lutte Rec 709 qui va vous obliger d'une certaine manière à sous-exposer votre log, et c'est là où apparaissent très sincèrement le bruit. Un log qui bruite, c'est un log qui est sous-exposé. En tout cas, le log du GH5S, je l'ai encore essayé avant de tourner, il n'y a pas de bruit s'il est correctement exposé. Et le test que je vous montre, même si on ne peut pas voir réellement du bruit sur YouTube, bah, ça a été fait à 800 ISO. Sinon, si vous avez réellement peur et que vous ne voulez pas vous lancer dans le log et que votre image, vous n'aimez pas les images Rec 709, moi je ne peux vous conseiller l'image que j'utilise à chaque fois sur mes vidéos, qui est un Cinelac D, c'est-à-dire un gamma assez doux, très beau, pas trop contrasté, soft, qui vous permet ou pas d'utiliser de l'étalonnage. C'est-à-dire que si vous avez envie de l'étalonner, vous pouvez. Si vous ne voulez pas l'étalonner, vous ne l'étalonnez pas. C'est très beau, c'est très doux, c'est très agréable à regarder. Maintenant, en termes de codec, évidemment, l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle vous propose, avec un débit de 400 mégabits par seconde, de faire du 422 10 bits. Alors très franchement, le 422 10 bits, c'est très bien. Mais moi j'utilise rarement, uniquement lorsque je l'associe à un tournage avec une caméra Alexa. C'est-à-dire que le GH5S, j'utilise beaucoup sur les tournages pour faire des top shots. Effectivement, mettre une caméra en top shot, c'est beaucoup plus simple de mettre un GH5 en top shot que de mettre une Alexa qui pèse 15 kg avec des déports en top shot. C'est plus chiant, plus compliqué, et sur les petits tournages, sincèrement ça me casse les couilles. Donc le GH5S est très pratique pour ça. Avec un bras girafe, tout simplement en déport, je peux faire des plans top shot, et franchement avec le peu de profondeur que j'ai sur un top shot, ça ne se voit pas et ça se match parfaitement. Pour cela, j'utilise donc le 400 mégabits par seconde, le 422 10 bits et la fonction Vlog qui me permet réellement d'avoir beaucoup plus d'informations tant sur la quantification que sur le codec, qui nous permet d'avoir une image qui est très pratique. Mais attention, si vous voulez l'étalonner, il vous faudra forcément, sauf preuve du contraire et s'il y a du changement, il vous faudra forcément DaVinci Studio, parce que DaVinci gratuit, lui, le 400 mégabits par seconde, il ne vous l'affiche pas. Si on doit résumer cette vidéo sur l'utilisation du GH5S, je vous conseille donc, moi, les deux optiques Lumix, le 12-35 et le 3500, belle plage de focale, vous faites tout avec, et dans un moindre encombrement possible, et une belle ouverture de 2.8. Ensuite, utilisez un 50e de shutter par défaut, et pour cela, utilisez le VariND. Vous prenez celui que vous voulez, il s'adaptera forcément au diamètre de vos optiques. Utilisez le Cinelac D si vous avez envie d'avoir une image douce et sans forcément de faire de l'étalonnage, ou allez-y sans crainte à faire du Vlog, et à condition que celui-ci soit bien exposé avec le petit waveform. Vous exposez bien vers le haut, correctement. Attention, attention de ne pas écrêter et de tasser le signal des hautes lumières.
aidez-vous de l'oscilloscope qui est présent. Ensuite, en termes de sensibilité, faites un peu comme bon vous semble. Moi, je préconise une sensibilité de base par défaut à 800 ISO. Vous pouvez largement monter à 3200 ISO sans avoir trop de bruit, ou même 1600 ISO tranquille à l'aise. Vous pouvez aussi l'utiliser en basse sensibilité, mais attention, c'est pas toujours, théoriquement, c'est pas le meilleur, la meilleure des sensibilités, même s'il fait plein soleil, parce que en général, sur toutes les caméras, on perd de la dynamique. Sur le GH5S, je suis étonné qu'on n'en perde pas, je ne sais pas, mais par précaution, j'utiliserai quand même du 800 ISO en extérieur. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques ou des choses à rajouter, l'espace commentaire est juste en dessous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettez-moi un petit pouce bleu, voilà, ça me fera toujours plaisir et je vous dis à très vite. Ciao!